Le statut de réserve foncière touristique, censé dynamiser le tourisme, manque de transparence. Des terrains sont attribués à des opérateurs étrangers, tandis que les locaux en sont exclus, aggravant les tensions, notamment à Basse-Dave, où les habitants redoutent l'expropriation. À Madagascar, la démocratie se limite au discours officiel, tandis que la réalité sur le terrain contredit cette déclaration, selon la députée d'Atimjan. Les dirigeants prennent des décisions contraires aux intérêts des citoyens, alimentant ainsi l'instabilité. De l'actualité internationale, en RDC, 4 semaines après la prise de Goma, les familles de militaires ont trouvé refuge dans des écoles de la capitale provinciale, mais les rebelles du M23 les somment de quitter les lieux. L'application du statut de réserve foncière touristique à Madagascar manque de transparence, malgré l'existence de lois et de réglementations encadrant ce dispositif. Conçu en 1998 pour dynamiser le secteur touristique et sécuriser les investissements, tant nationaux qu'étrangers, cette mesure visait également à prévenir les litiges fonciers. La mise à jour officielle des sites identifiés a débuté en juin 1999 avec un premier recensement à Atranan où 8 zones ont été répertoriées sur une superficie totale de 3000 hectares. En décembre de la même année, 3200 hectares à Issal ont été classés en réserve foncière avant d'être transformés en réserve foncière touristique en raison de leur biodiversité exceptionnelle et de leur attrait touristique. D'autres sites ont suivi. En mars 2000, 87 hectares à Ankaran et 66 hectares à Geoffreyville ont été officiellement intégrés au dispositif. Par ailleurs, 42 hectares ont été recensés à Nousbé, tandis que 6000 hectares répartis sur 17 sites ont été identifiés à Touliage. Issal a été la première RFT proposée aux investisseurs. Cependant, plusieurs zones RFT restent en attente d'intégrité officielle, notamment dans les zones de la montagne d'Ambre, Mourbe-Andjouk, Tolaniage et certaines régions centrales. L'établissement d'une RFT est soumis à plusieurs exigences, dont le respect d'un cahier des charges, la mise en place d'un plan d'aménagement, la préservation de l'environnement et une priorité accordée au développement local. Le décret fixant les procédures et modalités d'application des RFT a été publié le 15 décembre 1999. Il encadre les investissements, les normes environnementales, les obligations des institutions concernées et les conditions de travail. Par la suite, la loi autorisant des baux amphithéotiques pouvant atteindre 99 ans a suscité des controverses, notamment en facilitant l'attribution de vastes étendues de terre à des investisseurs étrangers au détriment des entrepreneurs malgaches qui se voient souvent refuser l'accès à ces terrains. Cette situation a aggravé des tensions autour de l'attribution foncière, poussant certains acteurs à réclamer l'annulation du statut de RFT pour certaines zones, comme à Basse-Dave à Nousbé, où 18 hectares sont concernés. Les habitants craignent de se retrouver expropriés de leurs terres. Nous demandons l'annulation du statut de RFT, car nous craignons de perdre nos terres. Monsieur le Président, nous implorons votre protection afin de préserver notre patrimoine. Laissez-nous vivre en paix sur nos terres, celles que nous habitons depuis des générations. Nous ne pouvons pas être en paix avec ce statut. Les terres classées en RFT sont les nôtres, celles que nous cultivons pour vivre, celles qui nourrissent nos familles, celles qui portent notre histoire et nos traditions. Monsieur le Président, libérez nos terres. Rappelons que la législation et les réglementations relatives au tourisme à Madagascar mettent l'accent sur un développement harmonieux, durable et respectueux de l'environnement, notamment en ce qui concerne l'aménagement du territoire. Ce développement doit également prendre en compte l'identité culturelle malgache, les traditions et les valeurs locales. La question qui se pose est de savoir si ces coutumes, traditions, lieux sacrés, environnement et valeurs seront respectés si ces sites sont exploités par des opérateurs étrangers.
À Madagascar, la démocratie se limite au discours officiel, tandis que la réalité sur le terrain et des ordres donnés aux forces de l'ordre sont tout autres, selon la députée d'Atimjano. Elle estime que cette contradiction est l'une des causes de l'instabilité du pays et que le gouvernement lui-même est responsable de semer le trouble par leurs décisions qui ne visent pas les intérêts des citoyens et de la nation. Les citoyens ne cherchent pas à semer le trouble. Ce sont les dirigeants qui en sont la cause. Face aux difficultés croissantes, la population n'en peut plus et s'insurge. Lorsqu'on n'a plus de quoi manger, la révolte devient inévitable. Est-ce de leur faute? Non. Ils aspirent à la paix. Alors, agissez, redressez la situation nationale, réduisez l'écart criant entre vos conditions de vie et celles du peuple, et le calme reviendra. Quoi qu'on dise, la gestion du pays par Anjadwil et son entourage est directement responsable de la pauvreté persistante à Madagascar. Les avantages financiers considérables dont bénéficient chaque mois les membres du gouvernement, récemment révélés, ne font qu'aggraver les inégalités et creuser le fossé entre les riches et les pauvres, malgré les démentis des autorités. Il faudrait aussi prendre en compte les difficultés du peuple face à vos considérables rémunérations. Regardez le salaire minimum dans le pays. Pourquoi accuse-t-on toujours les députés de se battre pour des 4x4? En réalité, nous ne devrions recevoir que notre rémunération, mais on nous impose l'acquisition d'un véhicule dont le coût est prélevé sur nos revenus. Or, nous savons que ces prélèvements sont 2 à 3 fois supérieurs au prix réel du 4x4. Nous connaissons les vrais chiffres. Face aux difficultés rencontrées par les habitants du district d'Atimjan en raison des récentes inondations, la députée Fouangrar Manajiv a apporté son aide. Plusieurs localités ont bénéficié de cette assistance, notamment à Pitatavk, où l'on dénombre plus de 900 sinistrés. La fondation Friedrich Ebert ou FES Madagascar fermera définitivement ses portes à la fin du mois d'août 2025. Cette décision a été prise par le conseil d'administration de la FES à Berlin, dans le cadre d'une restructuration globale qui entraîne la fermeture de 9 bureaux à travers le monde. Selon un communiqué de presse de FES Madagascar, cette fermeture fait suite à une détérioration de la situation financière, une réduction des financements et des perspectives d'amélioration jugées peu probables. Bien que la fermeture soit programmée pour fin août 2025, les activités de la FES continueront jusqu'en juin de la même année. Présente à Madagascar depuis 1964, à l'exception d'une interruption entre 1975 et 1988, la FES a œuvré auprès de divers acteurs tels que les institutions politiques, les parlementaires, les organisations de la société civile, les médias, les syndicats et le secteur privé. Ces actions se sont concentrées sur 3 axes principaux: le renforcement des capacités de gouvernance et la formation des jeunes via le programme YLTP ou Young Leaders Training Program, la promotion du débat politique à travers des plateformes d'échange sur les enjeux actuels et futurs de Madagascar et le changement social en offrant des formations sur l'autonomisation et la création d'espaces de dialogue. Dans son communiqué, la FES Madagascar a exprimé sa gratitude envers ses partenaires et collaborateurs, soulignant que leur soutien et coopération ont été essentiels dans le développement de la démocratie et le progrès social à Madagascar. Le nombre de sinistrés s'élève désormais à 11 099 dans les régions d'Analamang, d'Abousk et de Vatvavi suite aux pluies torrentielles qui ont débuté le vendredi 14 février, selon le dernier bilan du PNGRC publié à 9h30 ce matin. Le nombre de décès a augmenté avec un nouveau décès enregistré, portant le total à 3. Un à Alassur, à Tanlarivavaracham, un à Sahavat, Nusfark et un à Nusial, à Boujachim.
Une personne a également été blessée. Par ailleurs, environ 5282 personnes réparties dans 1619 foyers ont dû être évacuées et relogées dans 15 centres d'accueil. Dans le détail, 7 de ces centres sont situés dans le district d'Antananarivo Timjalo, accueillant 2707 personnes, et à Malanzage avec 75 personnes et 7 dans la commune urbaine d'Antananarivo, abritant 2236 personnes. 46 personnes ont été relogées chez des proches. Selon le même rapport, 1152 habitations sont actuellement inondées, 5 ont été endommagées et 10 ont été complètement détruites. Les habitants des quartiers en zone basse craignent les maladies liées à la stagnation des eaux dues aux récentes intempéries. Plusieurs quartiers de Nalamang ont été inondés, notamment à Nusa, Tuajefan et Zabusnamin. Les habitants d'Anus Pachanatsnanan ont confié que l'eau a envahi leurs maisons, causant des dégâts matériels, des problèmes domestiques et mettant en danger leur santé en raison des risques liés à la présence d'eau usée. Ils doivent également abriter leurs animaux d'élevage dans leurs maisons afin de les protéger des eaux et garantir leur sécurité. D'habitude, nous laissons les poules sortir le matin, mais avec les conditions météorologiques actuelles, nous devons les garder attachées à l'intérieur de la maison. Ce matin, un des poussins a failli se noyer dans l'eau. Avec ces intempéries, nous ne pouvons pas les laisser sortir, alors nous vivons avec nos animaux. Nous avons installé le poulailler dans la maison et nous ne les laissons pas sortir de peur qu'ils se mouillent. Selon les informations, aucune autorité n'est encore intervenue sur le terrain pour évaluer la situation et prendre les mesures nécessaires. Si les fortes pluies persistent, les risques pour les habitants sont considérables. Pour l'heure, ils ne peuvent que se relayer pour écoper l'eau qui s'infiltre dans leur maison. Ils ont lancé un appel à l'aide, exprimant leur vive inquiétude face à cette situation. Le quartier d'Akorjanjanmayer a également été gravement touché par les fortes pluies. On compte environ 200 familles sinistrées dans ce secteur. Hier soir, le député du 3e arrondissement s'est rendu sur place pour apporter son soutien aux victimes. En tant que député, notre rôle est de nous rendre sur le terrain, d'évaluer la situation et de transmettre des rapports au BNGRC, à la commune et au ministère de la Population. Cependant, nous avons également apporté notre soutien aux 200 sinistrés en leur fournissant des vivres, tels que du riz, de l'huile, du savon, des pâtes, des bougies, ainsi que des couvertures pour les personnes âgées. Bien que le député ait apporté une aide d'urgence, la solution durable relève de la responsabilité de l'exécutif. Outre les bas quartiers de la région d'Analamang, de nombreux quartiers ont également été inondés et des personnes ont dû être évacuées vers des zones plus sûres en raison des dernières pluies. Selon les prévisions météorologiques, les pluies orageuses devraient se poursuivre sur l'ensemble de l'île aujourd'hui. Les journées de prévention du blanchiment de capitaux, organisées par le SAMIFIN, se sont ouvertes aujourd'hui à l'université d'Akat et se termineront demain. Selon le SAMIFIN, service malagasy de renseignement, environ 35% des fonds illégaux circulant à Madagascar sont liés à la fraude fiscale, d'après leurs observations sur les 5 dernières années. La lutte contre ce fléau est complexe et nécessite une approche collaborative. L'une des étapes cruciales est de rassembler les résultats des recherches menées par les experts locaux sur cette problématique. C'est dans cette optique que le SAMIFIN a organisé ces journées afin de favoriser les échanges et les discussions sur la lutte contre le blanchiment de capitaux en collaboration avec les étudiants et les chercheurs. Lorsque nous ne payons pas nos impôts, l'État se retrouve dans l'incapacité d'apporter le développement. De plus, cela crée une concurrence déloyale entre les opérateurs qui s'acquittent de leurs obligations fiscales et ceux qui s'y soustraient. C'est pourquoi nous avons tenu à organiser ce colloque avec les étudiants, les enseignants-chercheurs et les chercheurs, afin d'identifier les aspects qui nous auraient échappé sur le terrain et de découvrir de nouvelles pratiques à adopter. Nous remercions nos 3 facultés partenaires pour leur collaboration.
L'objectif principal est de réduire le taux de fraude fiscale et de blanchiment d'argent à Madagascar dans les 2 ou 3 prochaines années. Ces journées visent également à préparer le pays à l'évaluation prévue en 2026 à travers le renforcement de la stratégie nationale de prévention de ce problème. La Grande Île bénéficie dans cette initiative du soutien de l'Union européenne.